La semaine dernière, elle a été une de contestation étudiante au Québec, comme on n'en a pas vu depuis longtemps. L'objet premier de la contestation, c'est toute cette question des frais de scolarité que le Parti québécois avait promis de geler au niveau universitaire, tout comme il promettait de maintenir la gratuité au niveau des cégeps. Alors ce soir, nous avons deux leaders de la contestation. Je vous les présente. Benoît Marsan du Mouvement pour le droit à l'éducation et François Limoges du Cégep de Rosemont. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Si vous voulez, avant, on va regarder un reportage qu'a préparé notre camarade Michel Cormier à Québec et qui va mettre les choses en perspective. D'accord? On en parlera après. On veut étudier! On veut pas s'endetter! Au-delà de la question des frais de scolarité, c'est au privilège même de la génération qui les précède que s'attaquent les étudiants. Génération qui a emprunté sur l'avenir, qui a les meilleurs emplois et qui ose maintenant parler de sacrifice. C'est normal, vous l'avez, votre job, nous autres, on l'a pas. Je vais te dire une affaire. On va t'endetter 35 000 Depuis 1988, à l'heure où je te parle, là, je paye en intérêt mon prêt book, puis j'ai pas écœuré personne. En bloquant l'accès au casino de Montréal, symbole s'il en est un, les étudiants voulaient également rappeler au gouvernement sa promesse de maintenir le gel des frais de scolarité. Engagement pris par Jacques Parizeau en campagne électorale et réitéré par Lucien Bouchard dès sa prise du pouvoir. En éducation, nous avons réussi à ne pas hausser les frais de scolarité, car l'accès au savoir est une caractéristique qui distingue le Québec. Oui ou non, Monsieur Bouchard, acceptez-vous, respectez-vous votre engagement électoral de 1994 de geler les frais de scolarité? Mais 9 mois plus tard, au sommet économique, il y a la réalité budgétaire. Mais nous ne le garantissons pas. La tentation est d'autant plus grande que les frais de scolarité au Québec sont les plus bas au pays. Une année de baccalauréat coûte en moyenne 2 300 $ au Canada, 2 460 en Ontario, mais seulement 1 700 au Québec. On nous dit que le Québec est favorisé parce qu'aller à l'école ici, ça coûte moins cher qu'en Ontario. Ben justement, Harris, Bouchard, un même combat! C'est la notion même de la solidarité que les étudiants renvoient au gouvernement. On ne peut pas comprendre que, rendu à l'époque où on est, compte tenu des coupures qu'on a, il y a encore des gens qui ont des avantages sociaux et économiques dans les universités tels qu'on le perçoit actuellement. Les universités doivent maintenant décider de se joindre ou non au mouvement de grève, ce qui déterminera si l'offensive étudiante prend de l'essor ou si elle a déjà atteint son apogée. Ici Michel Cormier, à Québec. Bon, messieurs, vous allez me voir venir avec ma première question, avec mes gros sabots. Là, il y a des chiffres dont Michel a parlé. Là. Bon, ça coûte moins cher en Ontario qu'au Québec. Au fond, c'est au Québec que ça coûte le moins cher que d'étudier. Et ça vaut pour le niveau collégial. Je pense que c'est 800 en Ontario, alors que c'est 125 au Québec. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, premièrement, je veux dire aussi au Québec, on est quand même si c'est le moins cher, je dis c'est la province qui a le moins haut taux de diplômés, je me rappelle bien. Puis ensuite, il ne faut pas oublier que les cégeps ont été fondés sur le principe de la gratuité scolaire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Puis en ce moment, je veux dire, le principe de gratuité est totalement bafoué au niveau collégial. Non, mais c'est tellement vrai qu'il y a un cégep à Hull qui s'appelle Héritage et qu'à tous les jours, il y a 15 d'élèves qui traversent le pont et qui viennent de l'Ontario parce qu'il y a mieux payé 125 $ que 800 $ en Ontario. On pourrait rappeler aussi, mais dans la mesure des comparaisons, on peut rappeler aussi que le salaire étudiant à Montréal est 20 moins élevé que le salaire étudiant moyen à Toronto. Qu'il y a aussi une question de choix de société qu'on veut faire derrière ça. Est-ce qu'on veut à tout prix ressembler à l'Ontario de Mike Harris? Est-ce qu'on veut à tout prix ressembler à l'Alberta du Reform Party? Et c'est des choix de société. Et c'est M. Bouchard qui parlait d'un vent froid, d'un vent de l'Ouest qui se levait en campagne référendaire. On cherche où est passé son beau discours social-démocrate. C'est des acquis qu'on veut préserver. Une scolarité gratuite ou le moins cher possible, on y croit. C'est un atout pour une société, et surtout quand on pense qu'il y a seulement 38 de diplômés au Québec. Entre 15 et 25 ans. Bon, alors, le gouvernement a dit d'accord, on va les geler, puis il vous propose un retour de réduire le système de prêts et bourses, et ça, vous refusez ça. Bien, pourquoi? C'est une absurdité. Je veux dire, c'est encore pire que d'augmenter les frais de scolarité en coupant dans le système de prêts et bourses, parce que ça l'empêche de plus en plus les personnes qui ont besoin, justement, d'avoir recours à ce système de prêts et bourses-là pour pouvoir continuer à étudier, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Encore une fois, ça va vers une éducation totalement élitiste. C'est ça le principe. Oui, mais le gel de la scolarité, on traite tout le monde de la même façon. Est-ce que c'est tout le monde qui en a nécessairement besoin? Il y en a qui sont en difficulté, il faut les aider, mais est-ce qu'on doit traiter tout le monde de la même façon?
Bien, à moins qu'on veuille faire du cas par cas puis dire, toi, tu as les moyens, toi, tu ne l'as pas. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est des standards. C'est des standards qu'on veut préserver, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'essentiel. Et puis, bon, par rapport au fait, à l'histoire des prêts et bourses, je veux dire, tu me donnes $1, je te donne 4,30 sous. Ça revient exactement à la même chose. Là. Ce qu'on ne veut pas, c'est une réduction de l'accessibilité. Qu'elle vienne par des coupures. Mais des modalités peut-être, ou des modalités d'application, par exemple. Je pense à l'étudiant qui habite chez ses parents, qui a un prêt, qui reçoit de l'argent. Ça lui coûte moins cher probablement que celui qui vient d'une région, qui doit se loger, qui doit se nourrir. Puis c'est déjà calculé ainsi. Ça, on n'a pas à réduire en fonction de ça. Les prêts et bourses sont déjà calculés ainsi. Ça fait que je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça améliorerait de sabrer un peu plus d'un prêts et bourses? Alors, si vous étiez à la place du gouvernement, compte tenu de l'état de l'économie, de la réalité économique, qu'est-ce que vous diriez? Quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous feriez? Bien, je veux dire, c'est de battre contre le discours du déficit zéro en 4 ans. Je veux dire, c'est pas vrai que l'argent, il y en a plus. C'est juste que l'argent, de plus en plus, se retrouve dans les mains de moins en moins de personnes. Je veux dire, qu'on pense aux banques qui font des profits records depuis 2 ans. Je veux dire, c'est peut-être le temps de commencer à taxer là, à place d'aller chercher de l'argent dans les couches de la population qui sont défavorisées ou qui n'en ont plus d'argent à aller chercher. Par ailleurs, on pense encore au fait que, j'entendais Pauline Marois dire que tout le monde devait se serrer la ceinture. Le recteur de l'Université de Montréal